Bonjour Biba, Bonjour Patricia. merci d'être présente aujourd'hui et de partager en fait votre parcours à travers les différentes questions que je vais vous poser pour la communauté Sublimer sa vie. Merci infiniment. C'est toujours un plaisir. Moi, j'aime, vous le savez, moi, j'aime aider les femmes, j'aime leur permettre d'avoir de la visibilité, plus de business, plus de lifestyle, comme vous dites aussi, plus de tout, donc plus d'argent, plus de vie en règle générale. Donc, c'est toujours un plaisir de pouvoir partager. Et si à chaque interview, on peut faire bouger même ne serait-ce qu'une personne, on a gagné. Du coup, pour celles qui ne vous connaissent pas, même si je Mhm. pense que ça doit être peu, pour celles qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Alors, je suis Biba Pelleron, française. Je vis aux États-Unis depuis 20 ans. Je suis business et mindset expert, aussi connue aux États-Unis, appelée en tout cas connue de Expert of Great Attitude, parce qu'effectivement, je mets beaucoup de mindset dans tout ce que je fais, parce que même si on veut, que ce soit dans sa vie personnelle ou que ce soit pour un business, si on n'a pas le bon mindset et si on n'a pas même un mindset XXL, ça ne peut pas fonctionner. Et j'aide les femmes solo-entrepreneurs à développer leur business avec ma formule stratégie, visibilité, impact, ce qui fait qu'en utilisant les stratégies de visibilité, de marketing, de mindset et de personal branding, nombre de mes clients doublent ou triplent leur chiffre d'affaires en 90 jours. C'est bon à entendre ça. Du coup, quel a été votre parcours pour arriver justement à être business et mindset coach et pour accompagner ces femmes finalement sur le développement à la fois de leur vie personnelle et de leur vie professionnelle grâce à l'augmentation de leur chiffre d'affaires? Point important. Alors, toute ma vie, ça a été un parcours pas nécessairement choisi, parce que moi, quand j'étais jeune, j'avais deux rêves. Le premier, c'était de venir m'installer aux États-Unis, ça, c'est bon. Et le deuxième, c'était d'être inspecteur de police. Ça, c'est déjà moins bon. Mais c'était plus quelque chose par rapport à la famille, puisque mon grand-père était gendarme mobile, mon père avait tenté le concours des CRS, 2 fois il l'a perdu, il l'a raté, et moi j'ai passé 2 fois le concours d'inspecteur de police et je l'ai raté. Donc, à partir de là, une fois que j'ai fini la fac et que j'ai fait passer ces 2 concours, en fait, je suis rentrée par hasard, même si on dit qu'il n'y a pas de hasard, mais là, vraiment, ce n'était pas des parcours que j'avais choisis. Mon premier job, ça a été instit. J'ai fait ça pendant 4-5 mois et ça m'a suffi largement. Ce n'était pas une vocation. C'était juste pour boucher les trous. Ensuite, pendant que j'étais instit, on m'a proposé un job de démonstratrice de micro-ondes et d'électroménager pour Moulinex aux Galeries Lafayette. Donc, j'ai pris parce que je n'avais pas autre chose et j'ai passé 22 mois exactement dans le sous-sol des Galeries Lafayette. Le niveau, le sous-sol, oui, avec l'électroménager. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'au bout de 6 mois, j'avais déjà compris que le salariat, ce n'était pas fait pour moi. Il y avait plein de choses qui ne me convenaient pas. À l'époque, j'avais 22-23 ans. La hiérarchie, ça n'a jamais été mon truc. Et d'ailleurs, quand j'étais aux Galeries Lafayette, donc j'avais un représentant qui venait, qui était censé aller aux achats, faire les commandes. Et je dis bien censé parce qu'au début, il y allait tout seul. Moi, j'étais petite démonstratrice, je n'avais pas le droit d'aller au service achat. Sauf qu'au bout d'un moment, je lui ai dit que ses commandes, c'était du n'importe quoi et que je ne pouvais rien vendre parce qu'il n'en commandait pas suffisamment. Donc, il n'avait même pas connaissance de son marché en soi. Ce qui fait que non seulement à un moment donné, je suis allée moi-même passer les commandes au service achat, et surtout comme il était incompétent, et je l'ai bien fait savoir à la direction, il s'est fait virer. Je crois que mes courriers ont aidé un petit peu. Et surtout qu'à un moment donné, je lui ai envoyé les courriers en rouge pour bien me faire remarquer. Donc, j'avais déjà ce sens où je fais les choses à ma façon, comme j'ai envie. Et par contre, j'ai toujours dit à la hiérarchie, si j'ai besoin de vous, je sais où vous trouver. Mais par contre, venez pas dans mes jambes ou dans mes jupes ou quoi que ce soit parce que je sais ce que j'ai à faire, j'ai pas besoin de vous demander. Ce qui paraissait très arrogant à 22-23 ans, mais c'était déjà comme ça que je fonctionnais. Et puis après, de Moulinex, j'ai été recrutée par le stand d'en face qui était Hitachi pour commencer à faire des démonstrations de micro-ondes Hitachi parce que c'était les premiers micro-ondes japonais qui sortaient. Et puis de là, je suis passée à une société de fourniture de bureau parce qu'à l'époque, j'avais pris connaissance de cette société-là et en fait, je me disais, on peut gagner autant d'argent. Il y en avait qui gagnaient vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Et à l'époque, bon, l'argent, ça n'a jamais été un problème. Les gens disent souvent, bah oui, mais j'ai peur de l'argent. Ça n'a jamais été un problème pour moi. Mais par contre, là, ils parlaient de montant. On peut gagner autant d'argent que ça avec des gommes et des crayons. Donc, j'ai quitté le job. Alors, j'étais passée de démonstratrice Hitachi à chef des ventes parce qu'en 1 an et demi, ils m'avaient promue. Mais en même temps, je leur ai dit, votre truc, c'est bien, mais ça ne suffit
pas, donc je suis allée dans les fournitures de bureau. J'ai passé 4 ans et demi dans la première année, 6 mois dans la deuxième, et je crois que j'ai dû passer 4 ans dans la troisième, parce qu'à un moment donné, au bout de 4 ans et demi notamment, être représentant, c'est bien, mais j'avais envie d'aller au-delà, et je voulais être responsable des ventes, et ils ne voulaient pas de femmes. Ah, intéressant. Voilà, donc je suis. Alors, ils n'en voulaient pas pendant très longtemps et ils en ont pris une, genre 1 an avant que je fasse ma demande. Et ça a été une telle catastrophe, cette femme-là, parce que même nous, les femmes, on ne pouvait pas la supporter en disant c'est n'importe quoi, cette femme. Donc, du coup, ils avaient entrouvert la porte et à cause d'elle, ils ont complètement refermé la porte. Donc, je suis allée ailleurs pour avoir un poste de responsable des ventes. Je me suis retrouvée dans une grosse société française qui nous a fait miroiter des tas de choses et qui fait que du jour au lendemain, mon salaire a été divisé par 3 et que par rapport à mon salaire de représentant et que ce qui nous avait annoncé, les prévisions qu'on nous avait annoncées ne sont jamais arrivées. Donc, j'en suis partie très, très vite. Je suis retournée dans une autre société de fourniture de bureau parce qu'il fallait bien que je fasse quelque chose et que je récupère de l'argent. Donc, j'ai pris le premier truc qu'on me proposait. Et puis, à 35 ans, enfin, j'ai décidé, notamment dans cette deuxième société, où là, j'étais chef des ventes, effectivement. Mais donc, j'y suis restée 4 ans, mais là, allez, les 6 derniers mois se sont très mal passés. Le patron a fait une dépression, et là, c'est parti en cacahuète, si je puis dire. Et là, je me suis dit, et surtout, à un moment donné, j'ai voulu partir en vacances pendant 15 jours au mois de mai, puisque moi, je partais en vacances aux États-Unis depuis 92. Et il m'a dit, non, 15 jours, c'est pas possible, c'est beaucoup trop long. En plus, l'équipe a besoin de vous. Je dis, on est au mois de mai, on sait que pendant tous les ponts, personne ne fait rien, il n'y a rien qui bouge. Donc, et si besoin, il y a le téléphone, quoi. Donc, et puis, donc, je suis partie parce que je suis quand même têtue. Je suis timide et têtue et bulldog, pitbull. Donc, c'est assez contradictoire, en fait, d'être timide et pitbull en même temps, mais bon. Et donc, je suis quand même, j'ai eu les arguments pour pouvoir partir. Et quand je suis revenue, j'ai dit, bon, maintenant, ça suffit. Il n'est plus question que qui que ce soit prenne cette décision. Ça faisait déjà 5 ans que je me disais que, bon, j'avais envie de monter une société, mais je ne me sentais pas apte, je ne me sentais pas les épaules assez fortes et ainsi de suite. Et là, comme ça faisait déjà quelque temps que je gérais un peu sa société à lui, je me suis dit, si je peux gérer sa société à lui, je peux gérer la mienne. Et donc, c'est là où ma fameuse histoire en 98, j'ai quitté mon job un vendredi soir pour lancer mon business le lundi matin, sans savoir ce que j'allais faire, sans client, sans expérience d'entrepreneuriat, sans économie, parce qu'à l'époque, je gagnais de nouveau bien ma vie dans cette société-là, mais je la dépensais aussi vite, donc je n'avais pas de quoi voir venir dans les 30 prochains jours. Donc, quand on n'a pas le choix, on se bouge le derrière. Et du coup, parce que j'ai dit, voilà, il n'est pas question que je reparte un jour comme salarié. Donc, ça n'a pas été facile. La première année était compliquée, travailler entre 14 et 16 jours, 16 heures par jour, 7 jours sur 7. Et puis, mon projet, mon rêve, c'était quand même les États-Unis. Donc, c'était aussi de me lancer, c'était de dire, j'en ai marre aussi d'attendre les prochaines vacances à chaque fois pour demander l'autorisation de partir en vacances, de me dire, je veux partir quand j'ai envie de partir. Donc, il m'a fallu 2 ans pour bien remonter ma trésorerie, pour pouvoir repartir. Et puis, à partir de là, j'ai commencé à réaliser mon rêve américain, où pendant un certain temps, j'ai fait la navette entre la France et New York, plus particulièrement. D'accord. Et donc, mon premier business en France, c'était alors télésecrétaire à l'époque, ce qu'on appelle aujourd'hui une assistante virtuelle. C'était le tout début. Personne ne savait ce que c'était. Personne ne comprenait vraiment bien qu'on pouvait avoir une assistante, mais qui travaillait de chez elle et pas dans le bureau. Donc, c'était un petit peu compliqué à faire comprendre. Voilà. Et puis, comme j'avais jamais été secrétaire, que je savais limite taper, c'était vraiment pas mon truc, et qu'à l'époque, j'avais la motivation quand même, parce que je savais que j'avais un rêve derrière, parce que ma première cliente pendant les 4 premiers mois, c'était de faire la transcription de cassettes, ce que je ne savais pas faire. Donc, les pros, elles avaient une machine à pédales et machin, moi, j'avais pas tout ça, et j'avais surtout pas l'argent pour acheter la machine qui coûtait 4000 francs à l'époque. On parle bien en francs, donc ça remonte un peu. Et en fait, moi, j'étais payée 20 francs la cassette de 60 minutes, sauf que moi, ça me prenait entre 12 et 14 heures. Pour transcrire. Donc, ça me prenait mes journées, une partie de mes nuits. Donc, au bout de 4 mois, je me suis dit, je ne vais pas pouvoir continuer comme ça. Et c'est là où j'ai commencé à faire de la prospection par téléphone, par fax. Il n'y avait pas les réseaux sociaux non plus. J'ai l'impression de faire un peu dinosaure quand je raconte ça. Mais, et en fait, de tout le descriptif que je mettais aussi prise de rendez-vous ou vente par téléphone.
ce que j'avais jamais fait en soi, mais étant commercial, au moins ça, je savais faire. Et puis petit à petit, effectivement, c'est cette partie-là que tout le monde a demandé. Donc en 6 mois, mon business est passé de télésecrétaire à télémarketing. Et quand je suis arrivée, parce que la seule chose que je savais quand j'ai lancé mon business, c'est que je voulais un business que je pouvais gérer n'importe où avec un téléphone, un ordinateur et Internet, sachant que c'était vraiment le tout début, vous savez, c'était quand on avait AOL et Dung 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 les emails. D'accord, je vois. Donc, on ne voyait pas trop ce qu'on pouvait faire au niveau business. On savait que ça existait pour envoyer des emails, mais ça s'arrêtait à peu près là. Et je me suis dit, peu importe le business que je vais monter, il faut que je puisse le déplacer. Sauf que j'ai fait la navette entre Paris, donc j'ai attendu 2 ans. Ensuite, j'ai fait la navette 2-3 ans entre Paris et New York avant de m'y installer. Mais quand je suis arrivée, je parlais quasiment pas anglais. Donc, ne parlant pas anglais, je connaissais quasiment personne. Je connaissais une seule personne à New York et puis qui n'était pas du tout liée au business. Donc, faire du télémarketing, c'est un peu compliqué. J'ai essayé, pour autant, il faut tout essayer. Ça n'a pas fonctionné parce que tout le monde me raccrochait au nez. Et par contre, c'est là où je me suis dit, si je veux faire du business aux États-Unis, il va falloir que j'apprenne la méthode américaine, la culture américaine, leur façon de faire du business, parce qu'ils ne pensent pas comme nous, ils ne font pas comme nous, ils ne mangent pas comme nous, donc il va falloir s'intégrer et apprendre la langue. Et du coup, j'ai passé un trimestre complet lors d'un été à la bibliothèque, donc toute la journée à la bibliothèque, et j'ai lu tous les bouquins que je pouvais trouver sur le marketing, les business plans, la communication, tout. Et régulièrement, je tombais sur le mot de networking, ce qui n'existait pas en France à ce moment-là. Donc, j'ai mis du temps à comprendre. Et quand je regardais dans le dictionnaire, ça me parlait que c'était plutôt lié à la connectique qu'autre chose. Donc, je n'arrivais pas à comprendre parce que, par contre, ce que je comprenais bien, c'est que dans chaque bouquin, c'était marqué que les entrepreneurs trouvaient 80% de leurs clients grâce au networking. Donc, il va falloir que je creuse un peu plus. Et puis, j'ai découvert, donc ma première expérience de networking, ça a été de m'inscrire en ligne. Donc là, on était en 2000-2001, quelque chose comme ça, de m'inscrire en ligne, d'arriver au bar, parce que c'était dans un bar. Il y avait à peu près 100-150 personnes, donc il y avait un brouhaha pas possible. Mon anglais s'était un peu amélioré, mais pas au point d'avoir une conversation business. Donc, je suis arrivée à l'entrée, j'ai pris mon badge, j'ai fait le tour du bar et comme justement je suis timide et qu'en plus je parlais vraiment pas bien anglais et que ça allait tellement vite et le bruit, j'ai dit si jamais il me parle. Alors je le parlais peu, mais le peu que je le parlais vite. Donc ce qui fait que quand les gens me parlaient, ils pensaient que je comprenais tout. Donc ce qui fait que les gens me parlaient vite aussi. Et là j'ai dit je vais rien comprendre. Donc j'ai fait juste le tour du bar, j'ai même pas pris le temps de dire bonjour à qui que ce soit ni de prendre un verre. Je suis partie en courant en disant ces Américains c'est pas possible, comment ils font du business, comment on fait faire du business dans un tel brouhaha. Donc ça a été ma première expérience, parce que ça n'est pas un échec, c'est une expérience. Totalement d'accord. Et que, en fait, après, je me suis dit que il ne fallait pas rester justement sur un échec. Donc, j'y suis retournée à un autre en me disant, je ne vais pas sortir tant que je n'ai pas parlé à 2 personnes. Donc, toujours mon côté timide et mon côté je ne veux pas parler à la foule. Donc, en fait, là, j'ai pris un verre, je me suis mise dans un coin de la salle, du reste du bar, et j'ai attendu que les gens viennent me parler. Et je me suis aperçue que finalement, ce n'était pas si compliqué que ça. Mais je n'avais pas encore cette démarche de dire bonjour, je m'appelle Biba, je fais ceci, je fais cela. Donc, j'attendais que les gens viennent à moi. Et après, du coup, il y avait d'autres personnes qui venaient. Et puis, la fois d'après, je me suis dit, je ne partirai pas tant que je n'ai pas rencontré 4 personnes. Et la fois d'après, je ne partirai pas tant que j'en ai pas parlé à 6. Voilà, petit à petit, on y va. On va dans le petit bain, puis après, on va dans le grand bain. Et puis, en fait, comme c'était un concept que je ne connaissais pas du tout, puisqu'on n'en avait pas encore en France, et je me suis dit, puisque de toute façon, j'avais découvert entre-temps que si je voulais rester aux États-Unis, avoir un visa, il fallait que je monte un business pour avoir mon visa. Et à partir de là, je me suis dit, tiens, ça, c'est pas mal comme idée. Donc, je vais monter une société d'organisation de networking. Mais je ne veux pas le brouhaha, je ne veux pas les 100-150 personnes qui crient dans tous les sens et qui se débrouillent tout seuls. Donc, j'ai organisé des événements beaucoup plus petits. Je prenais 25 personnes maximum. Et en fait, ça réglait 2 de mes problèmes. Un, le fait d'être timide, de ne pas aller vers les gens. Donc, quand on organise l'événement, c'est mieux parce que c'est les gens qui viennent vers nous. Et deuxième chose, comme il y avait moins de monde, c'était de pouvoir leur demander de parler plus doucement. Donc, j'ai réglé mes 2 problèmes. Et du coup, après, ça s'est développé rapidement parce que, en plus, je l'organisais un peu différemment des autres. Et comme je mettais toujours les gens en relation, donc très rapidement, les gens m'ont appelé The Connection Queen, ce que j'ai détesté au début. Je ne suis pas une queen, moi, donc ne m'appelez pas queen. Et puis après, j'ai un coach qui m'a fait comprendre que c'était une chose positive, en fait.
Et derrière, les gens me disaient, au bout de allez, à peu près 1 an et demi, les gens me disaient, mais comment vous faites? On sait qu'il y a peu de temps, vous parliez pas anglais, on était là aux événements, que vous connaissiez personne, et maintenant on vous voit partout, on voit votre logo partout, vous faites comment? Je n'avais pas le sentiment, moi, de faire des choses particulières, parce que je n'avais pas encore de structure à ce moment-là. D'accord, ça, c'est J'avais intéressant. juste pris un coach pour être un peu plus à l'aise, mais ce n'était même pas un coach marketing. Donc. Mais il m'a fait comprendre, il m'a dit, si tous les gens te demandent quel est ton secret, c'est que tu dois faire les choses différemment des autres. Donc, regarde ce que tu fais, comment tu le fais et comment tu obtiens cette visibilité. Donc, j'ai tout mis à plat en disant, bon, il faut peut-être que je regarde. Et c'est là que je me suis aperçue que finalement, sans m'en rendre compte, j'avais mis en place des étapes. Et que donc les gens m'ont demandé après comment je faisais. Donc, c'est pour ça que j'ai créé mon premier programme pour leur montrer avec le networking comment j'obtenais cette visibilité. Puis, les réseaux sociaux sont arrivés. Et là, de nouveau, les gens m'ont dit, mais c'est quoi votre secret? On vous voit partout en français, en anglais. Vous passez votre journée sur les réseaux sociaux. Et à l'époque, on avait Rise qui n'existe plus. Il y avait Facebook qui démarrait, LinkedIn qui démarrait. Et en fait, j'ai expliqué aux gens que non, moi, je passais que 15 minutes par jour sur les réseaux sociaux. Donc là, tout le monde m'a dit, vous faites comment, vous faites comment? Donc, ce qui fait que j'ai commencé à coacher les gens par la demande sur le networking, puis sur les réseaux sociaux. Donc, ça s'est fait petit à petit parce que je me suis toujours adaptée à ce qui se passait, en fait. Toujours été un peu open de voir et pas me dire, bah, je vais faire ça, si ça ne marche pas, qu'est-ce que je fais? Non, je fais en fait là où le vent me mène en fonction des demandes. Et donc, par contre, ce que j'ai bien noté, c'est qu'à chaque fois qu'on parlait de moi, on parlait toujours de visibilité. Et je me suis dit, là, je dois quand même avoir un truc où je dois faire quelque chose différemment des autres. Et c'est ce qui me démarque des autres. Donc, ce qui fait qu'après, j'ai compris que le marketing et les réseaux sociaux, c'était juste une petite partie du marketing. Donc, entre-temps, j'avais effectivement investi beaucoup dans des coachs. Donc là, j'étais plus structurée et ainsi de suite. Donc, ce qui fait que j'ai enseigné le marketing en général. D'accord. Et je suis revenue parce qu'on sait que les gens, surtout en France, il faut nous mettre dans des boîtes si on a l'impression qu'on n'est pas capable de tout faire. Donc, petit à petit, donc après avoir été nichée sur le networking, les réseaux sociaux, élargie sur le marketing, j'ai resserré sur ce dont les gens parlaient toujours, c'était la visibilité. Et puis aussi, j'ai ajouté le personal branding parce que surtout quand j'ai commencé à coacher en France, c'est pareil, on n'en parlait quasiment pas à l'époque, les gens ne savaient pas ce que c'était. Maintenant, ça a évolué parce que je suis arrivée, moi, sur le marché francophone en fin 2011. Donc, les choses sont quand même, c'était il y a plus de 10 ans, donc ça a évolué quand même. Et puis, effectivement, ces dernières années, parce que aux États-Unis, s'il y a une chose que j'ai bien appris, c'est le mindset, et j'ai bien compris qu'ils n'avaient pas le même mindset que nous. Donc, j'ai été baignée dedans, et quand je suis arrivée, pareil, quand j'ai commencé à coacher sur le marché francophone, je me suis aperçue que c'était un manque un peu pour certaines personnes. Mais j'ai hésité pendant longtemps, c'est-à-dire, maintenant, je m'annonce comme business et mindset expert, mais pendant très longtemps, je n'ai pas osé mettre le mot mindset parce que les gens ne savaient pas ce que c'était ici, parce qu'on se demandait à quoi ça servait. Donc, on dit, mais si ça ne sert à rien, j'en ai pas besoin. Mais en fait, aujourd'hui, même si je mets le mot business devant, c'est quand même le mindset qui est plus important parce qu'on sait bien que la formule du succès, c'est 80% mindset, 20% marketing. Et si les femmes viennent vers moi pour les aider à développer leur business, les offres, les tunnels et le truc, je ne peux rien faire si on ne commence pas par le mindset. Et c'est pour ça que je disais que tout à l'heure, nombre de mes clients doublent ou triplent leur chiffre d'affaires en 90 jours. Pourquoi? Parce que dans les premières sessions, déjà, je double ou triple leurs tarifs. Parce que les femmes, encore plus que les hommes, se sous-vendent. Donc, je rétablis la balance, en fait. Je leur fais augmenter leurs tarifs. Et certaines, je fais même ajouter un zéro. Donc, il faut quand même amener du mindset pour du jour au lendemain, passer de 450 à 4500, par exemple. Même beaucoup de mindset. Et c'est vrai qu'à travers votre parcours, il y a plusieurs clés, plusieurs qualités que vous avez livrées. Et j'aimerais du coup vous poser la question, selon vous, quelles sont les qualités d'une entrepreneuse à succès aujourd'hui? Chose que vous avez démontrée à travers votre parcours d'ailleurs. Oui, mais alors, je n'ai pas le sentiment d'avoir fait des... Alors, à chaque fois, on me le dit, mais moi, quand je regarde mon parcours, pour moi, il est normal. Quand les gens on me dit souvent que j'étais visionnaire, que j'étais... J'ai dit, ouais, peut-être, mais on ne se voit pas dans la glace, on ne se voit pas. On ne se voit pas dans le miroir. Donc, les choses sont venues comme ça. Mais par contre, ce qui est sûr, la chose... Et c'est pour ça que je dis que quand j'ai démarré mon business en 98, j'avais cette conviction.
C'est-à-dire, je sais maintenant, ça y est, j'ai pris assez de temps, j'ai commencé à 35 ans, j'aurais préféré commencer à 30, donc quelque part, d'abord parce que j'ai écouté les gens autour de moi, tu ne vas pas y arriver, c'est impossible, tu n'auras plus de salaire, enfin bref, le truc habituel que tout le monde connaît, plus nos petites voix à nous qui sont là, qui remettent une couche aussi. Mais à partir du moment où j'ai décidé j'allais dire en 35, non, quand j'ai eu 35 ans, je ne suis pas si vieille que ça quand même, à partir du moment où j'ai pris la décision, là, il n'y avait plus rien qui pouvait m'arrêter. Parce que cette conviction, de toute façon, je vais y arriver. Mais en même temps, je m'étais donné une porte de sortie. Je m'étais dit, si vraiment, que tout le monde me disait, tu ne te rends pas compte, tu n'as plus de salaire, dans 30 jours, tu es propriétaire de ton appartement, comment tu vas faire? J'ai dit, mais c'est pas compliqué. Si je le fais pas, je saurai jamais si j'en suis capable ou pas. Et puis, si je le fais et que je me plante, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Et je m'étais donné 9 mois. Alors moi, j'ai jamais eu d'enfant, mais pour le coup, je m'étais donné 9 mois pour lancer le business en disant, si vraiment dans 9 mois, j'ai pas décroché un client, ça n'avance pas, j'ai toujours pas d'argent ou quoi que ce soit, mais il sera toujours temps de revenir en arrière et de trouver un autre job. C'est pas un problème. Surtout que quand j'étais dans cette société de fourniture de bureau, on gagnait très, très bien notre vie. Moi, à 25 ans, 24-25 ans, je gagnais plus que mes 2 parents réunis qui étaient dans la même société depuis 25 ans. Donc, voilà. En plus, à l'époque, je frimais un peu, changeais de BM tous les ans. Ça m'a passé, mais ça, c'est quand on est jeune. On aime bien cette reconnaissance sociale. Regardez, j'ai 24-25 ans ou j'ai même pas encore 25 ans. Moi, j'ai de l'argent. Moi, on en met plein partout. Mais bon, ça nous passe. En tout cas, moi, ça m'est passé vite après. Heureusement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai même plus de voiture. Comme ça, on est tranquille. Et par choix. Et en fait, donc, j'étais passée de ça. Ensuite, quand j'avais voulu évoluer et passer un poste de responsable des ventes, je suis retombée du jour au lendemain. Et là, par contre, je ne l'avais pas prévu, où mon salaire a été divisé par 3. Donc là, pour le coup, il n'y avait plus une BM par an. Là, on est descendu en gamme. Et je me suis aperçue que, bon, c'est OK de descendre. À un moment donné, j'ai eu 6 mois très, très compliqués où financièrement, mon salaire ne suffisait pas à couvrir mon appartement, la voiture, les frais d'essence et ce genre de choses. J'ai même commencé à recevoir les courriers d'huissier qui m'expliquaient que si je ne payais pas, si j'avais trop de retard et on prenait mon appartement, et qu'à un moment donné, il a fallu que je choisisse entre la nourriture et l'essence dans la voiture. Donc l'essence dans la voiture, je n'avais pas le choix parce que c'était mon travail et qu'il n'était pas question non plus pour une question d'ego de montrer à qui que ce soit. Il faut toujours faire bonne figure. Donc personne ne savait ce qui se passait dans la situation pendant ces 6 mois, mes parents inclus. Et pendant ces 6 mois, mes seuls repas, c'était du lait et des biscottes. Ou du lait et du pain. Mais en tout cas, c'était ça, matin, midi, même pas le midi, parce que je ne mangeais pas le midi, parce que j'étais sur la route, mais je n'avais pas d'argent pour aller manger au restaurant comme je faisais avant. Donc, c'était matin et soir, lait et pain ou lait ou biscotte, histoire de changer un petit peu. Et puis, jusqu'à ce que mes parents s'en rendent compte à un moment donné. Donc là, ils m'ont aidée financièrement. Ils ont voulu me donner énormément, plus je suis fille unique, donc ils m'ont toujours donné beaucoup. Et j'ai dit non, par contre, je veux bien de l'aide, effectivement. Au bout de 6 mois, je commence à m'essouffler un petit peu, là, ça devient compliqué. Je passais mes soirées en larmes. Donc, je veux bien un coup de main. Et mon père était toujours là, on va donner plus que ce que tu as besoin. Je dis non, c'est juste ce dont j'ai besoin, le temps de me retrouver, de me remettre à flot. Et mon père me disait, oui, mais il te faut de l'argent pour aller au cinéma ou pour aller, il te faut des loisirs. Non, vous me donnez juste, si je vous dis j'ai besoin de 500, c'est 500. Si je vous disais je ne veux pas plus, et je vous rembourserai l'argent, et je veux me refaire toute seule. Parce que sinon, j'avais le sentiment que ce n'était pas moi qui faisais les choses. Donc, j'acceptais qu'on me tende la main, mais fierté oblige, voilà. Et je les ai remboursés, bien évidemment. Et ce qui fait que, donc après, j'ai retrouvé un autre job où je gagnais mieux, mais ça ne m'a pas plu non plus. Je suis pas restée longtemps jusqu'au dernier. Et puis, après, à un moment donné, quand ça s'est mal passé avec ce patron-là, là aussi, j'ai pris la décision. Là, une fois de plus, je prenais la décision. Donc, ce qui est sûr, c'est que les points clés pour être entrepreneur à succès, c'est de savoir sauter le pas, comme je dis dans mon livre. C'est ce que j'allais dire, ça me rappelle quelque chose. Oui, on va faire un petit coup de pub. Mais c'est surtout de savoir prendre des risques. Alors, qu'ils soient calculés ou pas, dans mon cas, ils n'ont jamais été calculés parce que je ne savais pas ce qui allait se passer derrière. Parce que j'ai toujours pris des décisions et le où, quoi, comment, ça vient après. Moi, je dis toujours, si on commence par le où, quoi, comment, on se pose des tas de questions. Et en fait, le où, quoi, comment, j'ai dû
l'utiliser pendant ces 5 années où j'ai reporté en laissant les autres m'influencer. Donc maintenant, je saute dans le grand bain, j'y vais et puis on voit bien ce qui se passe et j'adapte au fur et à mesure. Donc ça, c'est sûr que, parce que je l'ai fait quand j'ai changé de job la première fois, je l'ai fait quand j'ai quitté un job pour lancer un business du jour au lendemain sans rien savoir, et 2 ans plus tard, je l'ai refait quand le business en France commençait à pas mal tourner, mais derrière, j'ai dit, je redémarre de zéro, de nouveau, et dans un pays étranger où je ne parle pas la langue, où je ne connais personne. Donc vraiment, le risque, et on voit bien d'ailleurs, et j'étais récemment à une conférence avec Grant Cardone, et alors je crois que je n'ai jamais été dans un endroit où il y avait autant de milliardaires sous le même toit. Avant, j'étais habituée aux millionnaires, mais là, on a passé une étape, il y avait des milliardaires, on a l'impression que tout le monde faisait des milliards. Et par contre, ils disent tous la même chose, que s'ils ont réussi, c'est parce qu'ils ont pris des risques là où les autres ne prennent pas de risques. Ils ont investi là où les autres n'osent pas investir. Et moi, c'est pareil. Quand j'ai lancé mon business, donc j'avais plus de salaire. Donc, pareil, je me souviens que mes parents m'ont proposé de m'avancer de l'argent. Et là, j'ai dit non, non. J'ai dit si, parce qu'ils avaient été quand même déçus de la première fois que je leur parle pas de ma situation en disant t'es fille unique, quoi. Si nous, tes parents ne peuvent pas t'aider. Mais ça, c'est l'ego et la fierté qui se en disant voilà, j'ai pas réussi, donc je vais pas le dire, je vais le dire à personne et je vais certainement pas le dire à mes parents. Et je me souviens, il y avait qu'une de mes amies qui était au courant et au bout d'un moment, elle m'entendait tellement pleurer, elle me dit écoute, c'est pas possible, si tu manges pas, je t'envoie de l'argent et tu vas remplir ton panier. Et je me souviens à l'époque, et on était passé en euros, oui, je crois je sais plus si c'était avant le 11 septembre, donc on avait dû passer en euros, je ne sais plus à ce moment-là, mais elle m'a envoyé alors 200 francs ou 200 euros, je ne me souviens plus, par la poste. Et je lui avais dit, me les envoie pas, je ne vais pas les prendre. Elle m'a dit, il faut que tu manges, il faut que tu manges. Elle me dit, en attendant, tu me les rendras après, c'est pas grave, c'est pas grave. Si tu veux me les rendre, vraiment, si c'est ton problème, j'ai reçu les 200, ils sont repartis par la poste immédiatement. J'ai dit, si je m'en sors, il faut que je m'en sorte toute seule. Donc, effectivement, les seules personnes à qui j'ai accepté l'aide à 2 reprises, ça a été mes parents. Mais en fait, la deuxième fois, je n'ai même pas eu besoin parce que j'ai fait en sorte de me débrouiller toute seule. Parce que je disais, sinon, ce n'est pas moi qui réussis. Si à chaque fois, on a les parents qui sont derrière, ce n'est pas moi qui réussis. Donc, j'ai réussi, j'ai fait ce qu'il fallait. Pendant 2 ans, effectivement, là aussi, ce n'est pas de loisirs, pas de ceci, pas de cela, mais parce que là, je montais une société. Mais ma motivation, elle était parce que je savais que mon rêve et ma carotte, elle était importante. Il n'était pas question que je lâche mon rêve de partir aux États-Unis. Et quand donc je suis partie aux États-Unis, c'était un nouveau risque. Partir dans un pays étranger. En plus, il fallait investir pour obtenir le visa, il fallait investir pas mal d'argent. J'avais investi 35 000 à l'époque que je n'avais pas. Donc, il faut bien les trouver aussi. Mais quand on est motivé, c'est pour ça que je dis toujours, il y a ce qu'on veut et il y a ce qu'on veut vraiment. Il y a ce qu'on veut. Allez, 1 ou 2 obstacles derrière et ça y est, c'est fini, on va changer de projet. Ce qu'on veut vraiment, on ne va pas lâcher, c'est là que le pic-bulle intervient, c'est que peu importe le temps que ça prend, la preuve, il m'a fallu en 2 ans voir 6 avocats d'immigration où les 5 premiers m'ont dit que c'était impossible, j'y arriverais jamais, j'avais pas assez d'argent, le projet était trop petit, l'autre m'a dit faites un mariage blanc, l'autre m'a dit devenez illégal, ou l'autre m'a dit… intéressant comme conseil. Voilà. Alors, j'ai bien aimé le devenez illégal et faites un mariage blanc. J'ai dit, je paye un avocat 450 $ pour qu'il me donne une solution illégale. Je trouve ça intéressant. Et puis, comme je ne lâchais pas, je dis, c'est pas grave, s'il faut que j'envoie 20, 30, pareil, les 450 de consultation, je les avais pas, mais je les trouvais. Parce que quand on a cette conviction et cette motivation, on se bouge, donc on trouve les choses. Et heureusement, je n'ai pas eu besoin d'aller au 20e, mais au 6e, qui m'a dit non, mais parce qu'on me disait, il y en a un qui m'avait dit qu'il fallait investir $1 million, l'autre 500 000, l'autre 100 000, enfin bref. Et lui me dit, je ne sais pas pourquoi ils vous ont raconté toutes ces choses-là. Non, votre projet n'est pas trop petit, votre budget, ça va, c'est bon. Donc, j'ai investi les 35 000. Et une fois qu'il m'a donné toutes les infos, 6 mois plus tard, j'avais le visa. Donc, j'ai repris un risque de redémarrer à zéro. Là, comme vous savez, je viens enfin d'avoir ma carte verte après 18 ans et demi. C'est long, mais on y arrive. Mais parce que j'ai eu un visa pendant des années qui ne me permettait pas d'avoir la carte verte. Donc, à un moment donné, changement de statut et ainsi de suite. Mais c'est pareil, cette carte verte, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ma situation parce que donc, ça fait maintenant depuis 2003 que j'avais un visa aux États-Unis et j'ai toujours dit, moi, en plus,
au bout de 5 ans de New York, j'ai dit je vais à Miami parce qu'il fait plus beau déjà. Le climat n'est pas du tout le même, même si je préfère largement New York, mais le climat ici. Et à l'époque, je cherchais à acheter un appartement. Une fois que j'ai eu mon visa justement là-bas, je cherchais à acheter un appartement. Et entre les prix de New York et les prix de Miami, il n'y a pas photo, quoi. Donc, quand je suis arrivée à Miami, j'ai regardé les prix, je crois qu'ils ont oublié un zéro sur l'annonce. Je crois qu'ils ont oublié un zéro. Et effectivement, donc j'ai un 100 mètres carrés face à l'océan, face à un golfe flamand au Cygne sur le point d'eau qui est juste en face de chez moi où il y a un golfe. Donc, dès que je suis arrivée à Miami, j'ai dit de toute façon, je savais déjà que ma vie était aux États-Unis, mais quand je suis arrivée ici, je me suis dit en plus, ma retraite, je vais la prendre ici. Donc, pour pouvoir prendre ma retraite, effectivement, il n'y avait que la carte verte parce qu'un visa, on le renouvelle tous les 2 ans, 5 ans, ça dépend un peu de ce qu'on a. Mais dès qu'on n'a plus de business, donc si un jour j'en ai marre et si un jour j'ai envie d'arrêter, plus de business, plus de visa. Et dans ces cas-là, il faut s'en aller. Le fait d'avoir un appartement, une maison ici ne suffit pas. Donc, j'ai demandé la carte verte. Il faut rentrer dans des cases, il faut qualifier dans plein de choses qui demandent un investissement important et qui m'a coûté 100 000. Et quand je dis ça aux gens, alors je dis toujours que ça m'a coûté le prix d'une Porsche pour un petit carré comme ça, en plastique, écran comme ça. Mais par contre, je ne peux pas frimer avec la Porsche. Je frimais avec les BMW, mais je ne peux pas frimer avec la Porsche. C'est pas grave. Mais par contre, pour moi, cette carte verte, elle est importante parce que et ces 100 000, il n'y a pas de retour sur investissement. Ce n'est pas comme on investit dans du coaching. J'ai investi des sommes énormes aussi dans des coachings. On a un retour sur investissement parce que je développe mon business, donc ça m'apporte quelque chose. Ma carte verte, c'est juste un choix de vie. Donc, j'ai payé pour un choix de vie. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre ça en disant « mais on pourrait faire plein de choses avec 100 000 ». Oui, mais c'est chacun décide. Donc, ce qui est important, c'est de prendre des risques, d'accepter de prendre des risques, de savoir faire les bons choix, même si on ne peut pas tout calculer, et une fois de plus, de savoir ce qu'on veut vraiment. Parce que si on n'a pas très envie de faire les choses, on ne va pas avoir la motivation, on ne va pas avoir ce côté pitbull qui fait qu'on va aller jusqu'au bout des choses. Moi, j'ai eu ici pendant 15 ans aussi, en parallèle de ce que je faisais au niveau du coaching, par la demande aussi, parce que ce n'est pas quelque chose que j'avais prévu. Mais par exemple, quand j'ai commencé à faire mes networking à New York, j'avais de plus en plus de Français qui, apprenant que j'étais française, donc venaient à mes événements, comprenaient rien au networking. Par contre, en fait, ils venaient me voir pour me demander vous avez un visa, nous, on cherche à s'installer, vous avez fait comment? Comme moi, j'ai fait pendant 2 ans pour trouver des solutions. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas que moi qui a mis 2 ans à trouver des solutions et me faire arnaquer entre les deux. Donc, j'ai dit, je vais donner des conseils aux gens. Sauf que pendant 8 mois, j'ai donné tous mes conseils gratuitement. Et parce que je n'avais pas encore l'esprit correct entrepreneur. Maintenant, c'est différent. Et au bout d'un moment, je dis, mais ça me prend un temps phénoménal. Ça me prend au moins 60% de mon temps et je ne suis pas payée. Et justement, et après, j'avais décidé de faire payer 97 $. Et c'est à ce moment-là que je suis rentrée dans le premier mastermind à New York. Et donc, j'étais sur le fameux hot seat, c'est-à-dire qu'on est devant tout le monde, on présente sa situation. Et j'expliquais effectivement que j'avais cette société de consulting. J'expliquais mon parcours pendant les 2 ans, la galère que ça avait été et ce que ça m'avait coûté, moi, parce qu'il y avait quand même aussi les allers-retours pendant 2 ans. Il y avait l'hôtel, les avions, il y avait tout ça. Donc, c'était en plus des 35 000, c'était aussi beaucoup d'argent. Une fois de plus que je n'avais pas, mais que j'ai trouvé. Et j'explique que, voilà, tout ce que moi, il m'a fallu apprendre en 2 ans, je donne ça en 1 heure et je donne l'information et après le reste des services pour 97 $. Et alors là, il y a eu un tollé dans la salle. Tout le monde dit, mais t'es malade, mais t'es complètement malade. Et moi, c'est trop cher, vous trouvez que c'est trop cher? Je fais, mais ça va pas, non, mais t'es pas assez cher. À partir de demain, tu rajoutes un 0. Voilà pourquoi aussi je rajoute un 0 à mes clients. Donc, effectivement, je ne suis même pas passée de 97 $ à 970 $. Je suis passée de 97 $ à 1000 $ en me disant, mais ils sont complètement malades, ces Américains. J'arrive déjà pas à le vendre à 97. Les gens me demandent déjà à négocier à 97. Comment je fais pour le vendre à 1000 quoi? Et qu'est-ce qui s'est passé? Et en moins de 15 jours, j'avais mes premiers clients à 1000, bien sûr, parce que là, c'est là où ça se débloque, le mindset est important. Et que en plus, j'avais des clients qui ne demandaient plus à négocier les choses.
Et même à 1000, c'était encore pas cher du tout. Mais bon, il faut bien commencer. Comme je dis à mes clientes, hein, quand je fais augmenter les tarifs, le tout, c'est pas de mettre un chiffre sur le papier, c'est de mettre un chiffre où on est à l'aise. Donc, on va peut-être pas mettre 5000 tout de suite, mais on va mettre 2000 ou 2500. Et la personne va être de plus en plus à l'aise, va avoir de plus en plus de témoignages et donc de crédibilité. Et au fur et à mesure, on a des témoignages. Comme un témoignage, c'est 50 à 70% de la vente, on peut prouver que ce qu'on annonce est vrai. Donc, on augmente ces tarifs. Parce que quand j'ai terminé, le package complet était entre 12 et 15 000. D'accord. Alors, autant quand j'étais à 97 $, les gens, en fait, dans ma voix, on sent anglais, les trémolos, là, en fait, si vous trouvez ça cher, on peut encore négocier. Voilà. Quelque part, c'est moi qui amené ce que je ne comprenais pas à l'époque, mais comme je n'étais pas sûre de ma position, les gens disaient, on ne peut pas négocier, genre 67. Et alors, je ne m'étais jamais laissé faire, je n'étais jamais allée en dessous des 97, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que quand les prix ont augmenté et qu'on est passé de 10, 12 et 15, et que les gens me demandaient de négocier, alors là, c'était non. Je sais ce que je vous apporte, le temps que je vous fais gagner, donc c'est non, si vous voulez ailleurs. Si vous cherchez un prix, ok, allez ailleurs. Si vous cherchez un service, parce que j'ai amené quand même le comptable, l'expert comptable et ainsi de suite, on montait la société, il y avait tout. Et en plus, avec l'avocat avec qui je travaillais, qui était justement celui qui m'avait permis, moi, d'obtenir mon visa, on avait quand même 99% de réussite, alors que beaucoup de gens autour me parlaient d'autres avocats qui payaient beaucoup plus cher que ça et qui n'avaient pas il fallait qu'ils y retournent 2 fois, 3 fois ou des choses comme ça. Donc, c'était non, parce que j'avais enfin compris ma valeur et la valeur ajoutée de ce que je leur apportais. C'est-à-dire que quand moi, je me suis renseignée, il a fallu que j'aille voir plein d'avocats, plein de comptables pendant 2 ans pour trouver des solutions. Moi, ils venaient vers moi, j'étais un peu ce qu'on appelle aux États-Unis le one-stop shop, ou en tout cas ce qu'on peut appeler le chef d'orchestre, c'est-à-dire qu'on venait vers moi, on avait tout. Il n'y avait plus à perdre du temps à chercher le comptable, à chercher l'avocat et ainsi de suite. Et puis moi, j'étais là pour leur dire, OK, ben maintenant, on fait rendez-vous avec le comptable. OK, derrière, on fait rendez-vous avec l'avocat. OK. Rien à faire. Donc, eux n'ont rien à faire. Après, ils voyaient, et la plupart du temps, déjà, ils ne les voyaient même pas parce que ça se faisait par téléphone. Au début, on n'avait même pas Skype. Après, on est passé sur Skype, mais c'était par téléphone. Et au fur et à mesure, parce qu'une procédure, ça prenait entre 9 mois et 1 an, c'était moi qui leur disais, OK, maintenant, on en est là. Maintenant, et je trouvais la personne pour faire le business plan. Donnez-moi les éléments pour le business plan. Donc, je savais ce que je leur apportais. Je dis, vous avez juste à vous occuper de votre projet. Nous, on s'occupe du reste. Et il y a de fortes chances que vous ayez votre visa. Et en plus, la majorité des avocats de l'époque disaient, comme à moi, qu'on ne pouvait pas avoir un visa investisseur si on n'investissait pas minimum 100 000. Et moi, je me suis spécialisée dans toutes les personnes qui ne pouvaient pas investir 100 000, comme moi. Alors, c'est vrai que plus ça allait, plus ça augmentait. Mais ma spécialité, c'était les gens qui avaient moins de 100 000. Et pratiquement tous ceux qui ont suivi nos conseils, parce qu'il y en a qui ont voulu faire mieux que tout le monde, et là, ils se sont fait planter à l'immigration, mais tous ceux qui ont suivi nos conseils ont obtenu leur visa. Donc, je connaissais ma valeur, je savais le résultat, j'avais des témoignages qui étaient forts, ce qui me permettait de, quand j'annonçais 12 ou 15 000, ben, je suis sûre de moi. C'est comme dans mon coaching, effectivement, j'ai plusieurs niveaux. Mais quand j'annonce 20 000, 12 000 ou 20 000, ben, voilà, je sais ce que j'apporte pour ce prix-là. Donc, c'est ça qui est important. Donc, ce qui est sûr, c'est savoir prendre des risques, les calculer plus ou moins, c'est-à-dire moi je les démarre et je les calcule après, mais on peut les calculer avant éventuellement. Mais en fait, je vois toutes ces personnes, tous ces milliardaires qui témoignaient pendant cette conférence, tous avaient, alors non pas que mon ambition est de devenir milliardaire, mais je me suis dit au moins ce côté pic-bulle, ils l'ont aussi comme moi j'ai. Donc moi, j'ai pas envie, alors en plus je vais avoir 60 ans bientôt, donc moi, être milliardaire, ce n'est pas mon ambition, c'est pas ça. Moi, maintenant, j'en suis plus ça, je veux une vie relaxe. Et d'ailleurs, je suis arrivée à Miami, donc je me suis installée à New York, j'avais 40 ans. Je me suis installée à Miami, j'avais 45 ans. Donc, comme quoi, on peut démarrer, et sans démarrer quand on est une jeunette, hein, on peut changer de vie. Et moi, quand je suis arrivée ici, parce que New York, effectivement, on dit que c'est une ville qui dort jamais, ça bouge tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'ai trouvé ça épuisant. Même si j'adore New York, à un moment donné, c'était juste plus possible. Et quand je suis arrivée ici, je me suis dit, je veux un autre style de vie. Maintenant que j'ai l'appartement qu'il faut, j'ai l'océan, j'ai machin, j'ai la piscine, j'ai tout ce que je veux, j'ai ma tour dorée. Je veux que mon business ne soit plus… Alors, je dis ne soit plus ma priorité, mais c'est pas ça, parce que c'est important quand même, bien évidemment. Mais mon business, c'est plus toute ma vie. Avant, pendant des années, mon business ou mon job, c'était toute ma vie.
Quand je suis arrivée ici, je me disais, j'ai 45 ans, j'ai envie de vivre autre chose. Donc, c'est ma vie et le business. C'est la balance entre les deux. Et c'est une autre façon de voir les choses. Et là, en plus, donc, à l'aube des 60 ans, où en plus j'ai un gros projet que je veux lancer, je veux aussi maintenant avoir encore plus de temps pour lancer ce projet, qui va être mon projet de fin de vie. Et du coup, tout à l'heure, vous parliez indirectement d'argent, quand on parlait de millions, milliards, etc. Est-ce que vous pensez que justement, une entrepreneuse ou entrepreneur, voilà, doit ou peut aimer l'argent? Et du coup, qu'est-ce que ça évoque pour vous une femme qui aime l'argent? Sachant que c'est ce qu'elle apporte derrière. Oui, bien sûr. De valeur. Aimer l'argent, contrairement à, effectivement, là aussi, c'est la différence entre la mentalité française et américaine, c'est qu'aux États-Unis, les gens qui ont de l'argent, on les admire, on les envie pas, on les admire, on apprend d'eux, ils nous inspirent. En France, dès que quelqu'un a de l'argent, c'est un escroc, c'est ceci, c'est… Bref, l'autre jour, j'ai posté un truc sur… je ne sais plus ce que j'ai posté. Ah oui, j'ai posté une photo en disant que bon, je venais de revenir à Miami et que quand je voulais voir comment se portait l'économie en Floride, je ne regardais pas les informations, d'abord parce que je ne les regarde pas en règle générale, mais qu'il suffit que je vois le nombre de Rolls par jour. Moi, je me souviens, quand je suis arrivée ici, il y a 15 ans, je voyais plus de Rolls dans une journée que je n'en voyais en France dans une année. Alors maintenant, je me suis habituée. Mais par contre, quand il y a eu la crise en 2008-2009, là, les Rolls, on les voyait plus. Donc là, on se dit, il y a un problème d'argent. Et là, on est revenu depuis 2 mois et j'en vois, voilà, ça pullule un petit peu. Une BM ou une Mercedes, c'est comme une Twingo ou une 108 en France. Donc, on se dit qu'il y a de l'argent. Donc, effectivement, et j'ai toujours eu cette chance, comme dit dans mon livre, la chance n'existe pas, elle se crée. Hein. Mais j'ai toujours été vers des coachs ou vers des milieux où justement, je côtoyais cet argent-là, donc ce n'était pas un problème. Et moi, je n'ai jamais eu cette éducation de dire l'argent, c'est mauvais, c'est sale ou quoi que ce soit. Et comme j'en ai gagné beaucoup très vite à 25 ans, parce que je gagnais plus que tous mes amis et donc mes parents, les deux réunis, j'ai pas eu… Alors, oui, au début, comme je dis, j'ai frimé à 25 ans, regardez-moi, j'ai beaucoup d'argent, je suis jeune, machin. Ok, mais parce qu'il faut bien que ça nous passe aussi. Mais après, pour moi, du coup, l'argent, j'en ai pas, c'est pas grave. Alors, il faut quand même en avoir un minimum. Mais en fait, ce qui est important, l'argent, c'est oui, on doit vouloir de l'argent parce que si on ne veut pas d'argent, on ne peut pas développer son business. C'est juste comme ça. Donc, si on lance un business, c'est justement pour faire de l'argent et pour faire du profit. Donc, c'est normal que le business, il évolue. Après, c'est quoi d'être riche? Tout le monde n'a pas la même notion d'être riche parce qu'un milliardaire, pour lui, un millionnaire, c'est pas grand-chose. Un millionnaire qui regarde un autre qui fait 100 000, c'est rien. Mais en fait, c'est pas le montant qui est important. Et ils le disent tous. Alors, les gens vont dire, oui, mais c'est facile de le dire quand on en a. C'est vrai, mais tous ces gens-là aussi sont arrivés par la petite porte. Donc, ils ont connu autre chose. Moi, j'ai connu le SMIC, j'ai connu le fait de ne pas pouvoir manger, j'ai connu plein de choses. Donc, si je devais y retomber, ce n'est pas grave en soi parce que je serais remontée. Bien sûr. Donc, je ne resterai pas là où je suis. En revanche, ce qui me gêne un peu, justement sur la mentalité plus française qu'américaine, parce qu'on n'a pas ça ici, c'est que les gens jugent les autres. Et si quelqu'un réussit, il faut absolument le jalouser ou l'écraser. Ou moi, j'avais par exemple dans les clients qui venaient s'installer aux États-Unis, j'en avais beaucoup qui étaient des gens qui réussissaient professionnellement et qui en avaient marre, par exemple, qui avaient des belles voitures et qui en avaient ras-le-bol de se prendre des coups de clé en permanence parce que les gens dans le quartier étaient jaloux. Donc ça, ce n'est pas des choses qui existent ici. Donc, ce qui est important, c'est de se connaître soi et de savoir à partir de combien on est bien, en fait. À partir de combien on peut faire ce qu'on veut. Alors moi, j'ai dans mon programme Finance au féminin, qui est un programme gratuit, je parle du livre du chiffre de liberté. Dans un des audios, je parle du chiffre de liberté. En fait, ce que j'appelle moi le chiffre de liberté, c'est de savoir combien il vous faut tous les mois pour payer les factures à titre perso et pro, combien il vous faut, et combien il vous faut en plus pour justement avoir suffisamment pour faire ce que vous avez envie de faire sans vous priver ou des choses comme ça. Donc, moi, je pars du principe que, et ma devise, c'est je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux. Donc, tant que j'ai l'argent pour faire tout ça, est-ce que j'ai besoin d'être milliardaire? Non.
c'est pas mon ambition de devenir milliardaire. Mais par contre, voilà, je suis ce qu'on appelle à l'aise en France parce que j'ai pas. Et je dis toujours, c'est important de créer justement sa propre économie et notre business, il doit nous servir à créer notre propre économie. Alors, ça veut dire quoi créer sa propre économie? C'est que peu importe ce qui se passe dans le monde, comme là, il y a eu la crise sanitaire, la crise économique, et maintenant il y a la guerre et ainsi de suite, peu importe que l'essence augmente et double éventuellement. Là, ma mère qui regarde les informations me parlait de 18 centimes, il y avait une histoire de 18 centimes sur l'essence en France, qu'on leur donne aux gens, qu'on baisse, je ne sais pas. Mais je m'en fiche de l'essence, je m'en fiche. Peu importe si on augmente la nourriture, si on double la nourriture, si on double mes impôts, alors oui, je suis française. Donc, je reste française. Donc, je vais ronchonner parce qu'on prend mon argent. Mais ça ne va pas m'empêcher de continuer de faire ce que j'ai envie de faire. Ça ne va pas m'empêcher de partir en vacances. Ça ne va pas m'empêcher continuer d'aller au restaurant. Ça ne va pas m'empêcher d'acheter ce que je veux quand je veux. Ça ne change rien, ni à ma vie, ni à mon style de vie, ni à mes finances. Et c'est là où j'insiste beaucoup auprès de mes clients, c'est que notre business, c'est notre outil pour créer sa propre économie. Et après, d'abord, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens en France qui quittent le pays parce qu'il y a plein de choses qui font que c'est mal pensé, il y a peut-être trop d'impôts, on en paye un peu moins aux États-Unis, on n'en paye pas du tout à Dubaï. Alors après, chacun fait ses choix. Mais par contre, là où je ne suis pas d'accord, c'est les gens qui critiquent, mais qui ne font rien. Alors, il y en a plein qui critiquent en France, il y a plein de solutions ailleurs. Rien que Dubaï. Si on va à Dubaï, on ne paye plus d'impôts. Bon, que les gens partent à Dubaï, ou qu'ils aillent ailleurs, ou qu'ils aillent dans un pays où ça coûte moins cher. Mais autant, je dis qu'effectivement, et c'est pour ça que le mindset est important, et que je le diffuse énormément, et que je le diffuse aussi dans mon livre MDR, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'il existe autre chose, qui sont dans un univers très négatif, tout est négatif. Ils ne sont jamais sortis de cet univers, donc ils ne savent pas qu'il existe autre chose. Et là, ces gens-là, je vais être à 200%, 500% pour les aider à sortir de cette situation-là et leur montrer qu'il y a quelque chose. Par contre, ceux qui savent et qui me trouvent des excuses, les oui, mais c'est pas le moment, j'ai poney, j'ai piscine, j'ai machin, c'est pas moi, c'est l'autre, c'est le président, c'est les gilets jaunes, c'est ceci, c'est la guerre. Non. Là, ces gens-là, ils ne vont pas s'en sortir. Donc, ces gens-là, si eux ne font pas d'efforts, je n'ai pas de raison de faire des efforts pour les aider. Et là, moi, je suis super claire là-dessus. Je peux emmener, et mon but, c'est d'emmener un maximum de femmes et celles qui veulent se bouger. Et il suffit que je vois ma communauté, et le club Impacté au féminin, toutes, vous êtes dans cette mouvance-là. On est toutes dans cette mouvance. Et de toute façon, tout seul, on ne peut rien faire. Donc, le but, ce qu'on sait, c'est de l'enseigner à d'autres, qui vont l'enseigner à d'autres, et c'est l'effet domino. Et ce qui fait qu'on va pouvoir changer des choses à un moment ou à un autre. Ce n'est pas de critiquer et de dire, et comme les gilets jaunes, qui effectivement critiquent et 2 ans plus tard critiquent encore. Ils ont fait quoi pendant les 2 ans? Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça rebondit sur la prochaine question. Alors, peut-être que vous n'allez pas forcément apprécier, est-ce que vous vous considérez comme une leaduse? Parce que justement, vous avez cette capacité à emmener, à créer une communauté et à l'emmener, à la sortir finalement d'une zone, entre guillemets, négative, pour ouvrir en fait le champ et leur permettre de voir, ok, ça se passe ailleurs de manière différente, vous pouvez obtenir ce que vous voulez de manière différente, vous pouvez créer votre propre économie. Ce ne sont pas toutes les femmes qui tiennent ce discours-là aujourd'hui en réalité. Non. Il y en a beaucoup qui ne vont pas le faire parce qu'elles ne savent pas et elles ne pensent pas qu'elles en sont capables. Et puis, il y en a d'autres qui se disent, j'y vais, qui sont comme moi, qui disent, allez, je me jette à l'eau et puis on verra bien ce qui se passe. Alors, effectivement, j'ai toujours du mal avec ce terme de leaduse parce que je ne me vois pas comme une leaduse, mais le jour où j'en ai pris conscience, en fait, c'était en mars 2016 exactement, puisque parce que j'ai travaillé beaucoup dans les coachings de Ali Brown, et que pour moi, la leaduse, c'était elle. Donc, il n'y en avait pas d'autre. La leaduse, c'est elle qui m'a montré plein de choses. J'ai eu plein de coachs aux États-Unis, mais c'est vraiment mon modèle. Et quand on a fait cette journée VIP, alors elle me connaissait parce que j'avais été dans plusieurs de ses programmes, j'avais été dans son mastermind, mais ce n'était pas elle qui me coachait. Mais bon, elle savait qui j'étais, on s'était déjà parlé, on s'était déjà vu. Et quand j'ai fait cette journée VIP, elle me dit, bon, je te connais, mais je ne te connais pas. Donc, on repart du début, tu as fait quoi, t'es qui, tu as fait quoi? Donc, je commence à mentionner. Et au bout de 10 minutes, elle me fait, stop, stop, stop. Je dis, bon, j'ai dû dire une connerie. Elle se lève et elle va au tableau blanc. Il y avait un tableau blanc dans la salle. Elle me dit, maintenant, tu recommences et je vais noter au fur et à mesure.
Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses où j'étais la première à faire ceci, la première à faire cela. Donc, elle note, elle note, elle note. Et elle remplit le tableau. Et là, elle me dit, tu vois quoi là? Ben, ce que je viens de te dire. Voilà, ça s'arrêtait là, genre d'homme. Elle me dit, tu vois rien là, tu vois pas une tendance là? Non. Donc, elle a essayé de me tirer les mots, mais il n'y avait rien à faire. Elle me dit, tu n'as pas l'impression là qu'à chaque fois que tu fais quelque chose, et en plus souvent tu es la première à faire ceci, la première à faire cela, et que tu draines du monde derrière toi. Elle m'a dit, Biba, il est temps de mettre ton chapeau de leaduse. Et quand elle m'a dit ça, je suis restée un peu sur mon derrière, sur ma chaise d'ailleurs, et ma première pensée, c'est ce chapeau, il va être trop grand pour moi. Je ne vais pas savoir quoi en faire. Ah, intéressant. Et en fait, ce qui était intéressant, c'était que pourquoi j'allais la voir à cette date-là, c'est que ça faisait 10 ans que je n'étais pas rentrée en France. Donc, et moi, j'avais switché un peu. Alors, au début, j'étais que sur le marché anglophone et après, fin 2011, j'ai aussi pris le marché francophone parce que j'ai vu que ça commençait à bouger, mais qu'il y avait des messages qui ne me plaisaient pas dans ce qui était dit, justement, monter un blog et devenir riche. Je dis, tu vas devenir riche, mais il va falloir bosser. Hein. C'est pas tu fais 3 pages et ça tombe tout seul. Donc là aussi, c'est en réaction que je suis venue sur le marché francophone en disant non, il y a un truc qui ne va pas là. Et puis à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de femmes coachs. Donc, de fin 2011 à 2016, tous les clients que j'ai eus, c'était justement au travers de Facebook, qui fonctionnait mieux que maintenant parce qu'on n'avait pas besoin de payer les pubs à l'époque. Donc, les gens me connaissaient, les gens prenaient mes coachings, mais personne ne m'avait vu en vrai, en fait. Et en 2016, et même en 2013, j'avais fait mon mastermind et en bonus, c'était de venir un week-end à Miami, mais donc il n'y a que certaines personnes qui m'avaient vu en vrai. Et donc en 2016, j'ai dû rentrer en France pour des questions familiales. Et là, ça m'a pris droit dans la tête, quoi. Parce que je travaille sur la visibilité, j'enseigne la visibilité, mais je n'avais pas pris conscience de la visibilité que j'avais au travers des réseaux sociaux par rapport au marché français. Et j'avais une amie d'ailleurs qui m'avait dit, écoute, tu rentres en mars, c'est parfait. En avril, on fait un événement, on fait la journée de l'audace à Toulouse. Est-ce que tu voudrais venir parler? Et moi, à l'époque, parler en public, ce n'était pas trop mon truc. J'organisais mes événements, mais c'était bien. Aller sur scène et parler, c'était autre chose. Et elle me dit, si, les gens vont adorer te voir et tout. Je dis, bon. Et j'ai dit, si ça te fait plaisir. En fait, je l'ai plus fait pour elle que pour moi. Et elle m'a dit, par contre, il faut que tu t'attendes. Une fois que tu as fini ta conférence, tu vas avoir une ligne comme ça de gens qui vont t'attendre. Je dis, ça va pas bien, non? Je dis, personne ne va savoir qui je suis de toute façon. Elle me dit, tu vois. Et effectivement, j'ai vu la ligne comme ça, au point que j'avais mal aux pieds, j'étais obligée de retirer mes chaussures, je voulais aller boire, les gens ne me laissaient pas aller boire. Non, vous ne bougez pas, on ne veut pas perdre notre place dans la queue. Attendez, vous voulez boire quoi? Je vais vous chercher. Vous voulez manger quoi? Je vais vous chercher. Donc là, ça m'a pris de plein fouet. Mais pour autant, alors, ce n'est pas que le mot me gêne, le mot en lui-même ne me gêne pas, le mot leader, leaduse, mais malgré tout ce que je fais, personnellement, je ne m'appelle pas leaduse. Et aussi parce que moi, j'ai toujours considéré qu'on ne se nomme pas leader, c'est les autres qui décident, qui disent un jour si on est leader ou pas leader. Donc, je n'ai pas à me nommer moi leaduse. Les autres le disent s'ils veulent, s'ils estiment que. Mais moi, je suis la même que j'étais quand je n'avais pas d'argent. À part que j'en ai un peu plus. Et à part que j'ai une plus belle maison. Mais j'ai plus de voiture. Mais en fait, aussi, c'est une question de mentalité. Et je crois aussi que là, ce qui m'a bien servi, c'est ce mindset aux États-Unis où justement, on peut croiser des gens qui sont à des niveaux largement au-dessus de nous. Ils ne font pas vraiment la différence. Ce n'est pas comme en France, toi, tu es petit, alors je ne te parle pas. Toi, tu es à telle boîte, tu es dans telle boîte, alors c'est OK. Toi, tu es là, machin. Ici, il n'y a pas ça. Moi, je suis arrivée aux États-Unis quand j'ai commencé mes événements. Je connaissais personne, j'avais un anglais catastrophique. Pour faire mes séminaires, j'invitais des gens connus ou qui avaient des positions importantes. Je leur expliquais, alors gonfler la nana quand même, mais avec mon anglais minable, je vous invite, je ne peux pas vous payer parce que je n'ai pas d'argent. Je vais enregistrer le séminaire en cassette, on était toujours en cassette, on n'était pas encore au DVD. Les derniers séminaires étaient en DVD, mais en cassette, et je revends les cassettes. Est-ce que c'est OK pour vous? Et tout le monde m'a dit oui.
Et tout le monde m'a dit oui. Et j'ai eu aucun problème. Et j'ai des gens qui avaient des niveaux qui étaient extraordinaires. Et quand des fois, j'avais pas assez de monde dans la salle parce que j'avais dit qu'on serait 25 et qu'éventuellement, il n'y avait que 10 ou 15 personnes, j'étais gênée. Je les ai fait déplacer pour… Et à la fin, ils venaient me voir. Non, non, mais c'était génial, t'inquiète pas de ça. Quand est-ce que tu me réinvites? On n'a pas ça. On n'a pas ça. Oui, en France, c'est pas forcément la même chose. On n'a pas ça. Et d'ailleurs, même au début, parce que c'est pareil, j'avais pas d'argent pour louer des lieux pour faire mes networking. Donc après, j'ai fait des séminaires, mais au début, je faisais que des networking. Donc j'ai fait ça dans un bar pendant 3 mois. Mais j'avais pris un bar où il y avait une salle séparée pour pas être justement le fameux brouhaha et ainsi de suite. Et au bout de 3 mois, il y a un monsieur qui vient me voir, qui venait régulièrement, et puis qui me dit, Biba, il faut que je te parle. OK. Et qui me dit, pourquoi tu fais ça dans un bar et est-ce que tu as envie de continuer dans un bar? Ben, je dis non, mais pour le moment, je ne ramène pas assez de monde, donc voilà, mon réseau n'est pas assez important, donc je peux pas, je fais payer 10 $ l'entrée, ça ne me paierait même pas une salle. Et de là, il me dit, et si je te prête ma banque? J'ai mal dû comprendre, là, lost in translation, j'ai fait répéter, il me dit, si je te prête ma banque? Et je dis, ça veut dire quoi si je te prête ma banque? Elle me dit, moi, je suis directeur d'une banque, j'ai une agence là dans Manhattan et nous, on ferme à 18h. Donc, toi, quand tu commences, ou on ferme à 17h, je ne sais plus, comme tu commences tes networking 1 heure plus tard, ben, je te propose le hall de ma banque. Ah ouais, on peut faire ça comme ça. Donc, je l'ai fait dans une banque. Après, donc, il y a d'autres banquiers, d'autres banques, parce que Manhattan, on a le nord, le ouest, le sud et l'est, et ainsi de suite. Donc, lui, c'était côté est. Du coup, il y en a un qui est venu me voir parce qu'il voyait bien que ça amenait du monde quand même. J'ai amené du monde dans cette banque-là tous les mois, parce que c'était des meetings tous les mois. Donc, il y en a un dans la banque de l'autre côté qui m'a demandé. Après, j'ai AXA qui m'a demandé. Après, j'ai Merrill Lynch qui m'a demandé. Après, j'ai un avocat dans le Connecticut qui m'a demandé. Donc, en fait, petit à petit… j'ai dit, mais c'est génial ici. Et on ne s'occupait pas de savoir si Biba Pedron était connue, pas connue, et si elle parlait anglais comme une vache espagnole. Ça, ce n'est pas un problème. Et d'ailleurs, c'est là où c'est très marrant. C'est que quand je me suis lancée en 98, tout le monde m'a dit, tu n'y arriveras pas. Tu ne vas plus avoir de salaire. Tu vois. Et quand je suis arrivée aux États-Unis, lancer un business sur le networking que je venais de découvrir, où je connaissais rien sur les stratégies et ainsi de suite, j'ai aucune personne qui est venue à mes événements ou mes clients qui m'ont dit, tu n'y arriveras pas. La différence, elle m'a dit, tu veux le faire? Eh bien, fais-le. Ça ne va pas être facile, fais-le. Et moi, je me souviens, parce que je disais à tout le monde, c'est New York, tout va très vite. Dans 3 à 6 mois, je suis riche et célèbre. C'est pour ça que le coup de monter un blog et vous serez riche et célèbre, j'étais passée par là aussi. Donc, je savais, je l'avais pratiqué. Et tout le monde m'a dit, ah non, non, là, par contre, non. Là, il faut entre 2 et 3 ans pour monter un business. Donc, ce n'est pas 3 à 6 mois. Je dis, mais attendez, vous êtes rigolo, mais j'ai ni le temps ni l'argent, moi, pour tenir aussi longtemps que ça. Mais une fois de plus, quand on a la conviction et qu'on sait ce qu'on veut vraiment, on tient, on trouve des solutions. Et effectivement, au bout de 2 ans, j'ai vu que le business, c'est un palier, au bout de 3 ans, et au fur et à mesure. Et bien évidemment, après, j'ai compris aussi le concept d'avoir des coachs. Parce que quand je suis arrivée, moi, tout le monde était coach aux États-Unis. Ça n'existait pas en France. On avait des coachs sportifs en France à l'époque. Il n'y avait pas de coach business et ainsi de suite. Et là, j'avais l'impression, les Américains, je dis, mais ils ne savent pas vivre sans coach, ils ne savent pas se débrouiller tout seuls. Donc, tout le monde voulait me coacher. Mais je dis, attendez, moi, j'ai monté. Ça fait 2 ans que j'ai un business en France. Je me suis bien débrouillée. Alors, même s'il bricolait mon billet, je me suis débrouillée. Mais après, à un moment donné, j'ai compris effectivement le pouvoir du coaching parce qu'il y avait des gens qui, à New York, avaient démarré en même temps que moi, sauf que je les voyais faire ça et moi, je faisais doucement ça. Et quand je leur ai demandé, parce que tout le monde me demandait quel était mon secret pour ma visibilité, je leur ai demandé à eux, c'était quoi leur secret? Ils m'ont dit, c'est 1, j'ai un coach, 2, je fais partie d'un mastermind. Ok, moi je vais prendre un coach et je vais rentrer dans un mastermind. Et quand j'ai demandé les prix, j'ai dit, oups, ah non, ça ne va pas être possible. Ça va juste pas être possible. C'est vraiment trop cher, ça ne va pas être possible. Donc on m'a annoncé des 10 000, des 20 000 et plus. Donc, j'ai repris mon esprit français pendant un certain temps, qui est qu'on ne dépense que si on a l'argent. Et pas on met sur ses cartes bleues ou on a un crédit. Et donc, pendant 2 ans, j'ai continué à bricoler et je voyais les autres qui continuaient à augmenter. Et à un moment donné, j'ai dit, bon, si je veux vraiment jouer dans la cour d'écran, là, il va falloir mettre de l'argent sur la table. Et là, effectivement, j'ai commencé à acheter des coachings à 10 000, 20 000, 30 000 en les mettant sur mes cartes de crédit. Mais par contre, alors, c'est sûr, ça a été mon tout premier coaching, c'était 3 000. Après, je suis passée à 15 pour l'année, 15, 20 et 30. Évidemment qu'il y a une peur. Et si je ne récupère pas mon argent? Parce que autant aujourd'hui, si je mets 30 000, je les perds, ce n'est pas grave.
ça ne va rien changer à ma vie. À l'époque, ça changeait tout à ma vie. Donc, c'est le risque, une fois de plus. Mais en même temps, de se dire, de toute façon, si j'investis ce montant-là, il n'est pas question que je le perds. Et comme je m'étais aperçue que de toute façon, à chaque fois que quand j'avais investi 30 000, par exemple, à la fin du deuxième mois, j'avais déjà fait 45 000 juste en 10 jours. Je dis, voilà. Donc, je savais qu'après, j'allais récupérer mon argent. Mais au début, on ne le sait pas. On a beau nous dire qu'on va récupérer notre argent. Et puis, il y a des fois où je n'ai pas récupéré parce que j'ai pris un coach et puis parce que ou ce qu'il disait ne me convenait pas ou sa personnalité ne me convenait pas. Et on peut pas, ça ne fonctionne pas toujours non plus. Mais par contre, même si ça ne marche pas sur le moment, l'enseignement qu'on nous a donné, à un moment donné, il va nous servir. Donc, des fois, on a l'impression de dire, ça n'a pas marché, j'ai travaillé avec un tel et ça n'a pas marché. Mais on peut être 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard et on se dit, tiens, au fait, ce que j'ai appris là, c'est ça que je viens de mettre en place. Et c'est ça qui vient me permettre de faire telle et telle chose. Donc, il faut savoir prendre des risques, il faut savoir investir et surtout, il faut croire en soi. Parce que sinon, si nous, on ne croit pas en nous, qui va croire en nous? Ça, c'est ultra important. Et pour moi, c'est comme si c'était finalement ce qui résume l'interview. C'est croire en soi, croire en ses rêves. Et c'est vrai que votre parcours l'a vraiment démontré. Vous avez su prendre des risques, vous avez su faire preuve de conviction, vous avez su faire preuve de motivation pendant tout le long de votre carrière, pour toutes vos expériences. Vous avez su rebondir. Et ça, c'est impressionnant. Donc, bravo, parce que vous êtes une source d'inspiration. Et du coup, si les femmes ont envie de vous retrouver, justement, pour se faire accompagner par vous, ou même juste pour connecter avec vous, quelle est votre actualité du moment? Sur quel site on peut vous retrouver? Alors, la nouveauté depuis l'année dernière, ce qui n'est plus une nouveauté, mais qui continue d'évoluer, c'est le club impacté au féminin. Parce que ça, c'est aussi un moyen pour moi, justement, pour les personnes qui n'ont pas les moyens pour le moment de prendre du coaching privé et de mettre des montants importants, c'est de les amener, en fait, à leur faire découvrir un certain nombre de choses et à quand même les accompagner. Et pas qu'elles restent toutes seules dans un coin. Et puis, ça permet aussi de bénéficier de la communauté, parce que quand on est solo entrepreneur, on est en général tout seul derrière son ordinateur. C'est pas facile, on ne sait pas à qui poser les questions. Souvent, notre entourage ne comprend pas ce qu'on fait, donc ce n'est pas vers eux qu'on va aller. Ils n'ont pas l'expérience ni l'expertise dont on a besoin. Donc, la communauté, pour avoir la force, est importante et pour avoir le support. Et puis, les stratégies que j'amène. Et puis, justement, le club impacté au féminin a amené le sommet impacté au féminin qui lui-même amène dans quelques temps le livre impacté au féminin. Qui est une continuité en fait pour justement, et le livre là aussi c'est un peu comme mon livre MDR qui est 100% mindset. Le livre c'est aussi pour ce que je disais tout à l'heure, les personnes qui ne savent pas que ça existe, qui n'ont pas cet entourage et qui n'ont pas ce support là. Un livre, allez, c'est en moyenne 20 €, donc les gens peuvent s'offrir un livre à 20 € et d'un seul coup ça leur ouvre des possibilités. J'ai mon autre livre qui s'appelle le livre des possibilités, qui est un journal, mais celui-là c'est se dire ah oui, mais donc c'est possible. Et non, c'est pas juste elle m'en montre plein d'autres qui réussissent, plein d'autres qui effectivement, et comme je dis, on y arrive, mais il faut savoir qu'on va passer par des tas de choses, par des tas d'obstacles. Donc, est-ce qu'on est prête à aller au travers de tous ces obstacles? Est-ce qu'on se trouve des excuses en permanence? Mais c'est pour montrer aux femmes qui ont envie, qui n'ont pas cet entourage-là et qui ont envie d'y aller, en se disant, ça me tente bien, je vais y aller quand même, je vais les croire, elles l'ont fait, donc je vais le faire. C'est d'amener encore plus de femmes. Donc, il y a le livre qui va, où vous êtes 25 participantes à raconter justement votre histoire. Et pour moi, c'était important, et vous en faites partie, donc que chacune vous racontiez votre histoire, votre parcours, les hauts, les bas. Parce que quand on voit les gens qui réussissent, on voit que le haut de l'iceberg, mais on ne voit pas les 20 ans ou 10 ans où ils ont galéré avant. C'est ça. Donc, il faut voir tout. To the big picture, comme on dit. Parce que moi, j'avais des gens, notamment dans ceux qui venaient aux États-Unis, qui me disaient « Ah, Biba, moi, votre rêve, vous l'avez fait, moi, c'est aussi mon rêve. » Et à la fin de la première heure de consultation, c'est « Ah oui, ah mais alors c'est compliqué. Ah, mais il faut de l'argent. » Et quand je leur disais qu'en plus, et ce qu'ils appellent, l'immigration appelle investment at risk, justement, c'est pas par hasard, c'est qu'il faut d'abord mettre l'argent sur la table et après lancer le business et ensuite seulement, ils décident s'ils nous donnent un visa ou pas. Et les gens disent, non, mais moi, je veux mon visa d'abord, puis après, je fais, ah ben oui, mais non, parce que vous ne l'aurez pas. Donc, c'est de faire les choses et puis de s'entourer comme il faut. Donc, un livre, ça permet justement d'avoir plein d'expériences et pas de se dire c'est juste une personne ou c'est juste
un petit nombre de personnes, mais de se rendre compte que sa voisine, son voisin, ça peut être des gens aussi qui réussissent et qu'on peut aller vers ces gens-là pour avoir de l'information. Donc, le livre permet aussi d'inspirer. Et donc, le livre s'appelle aussi Impacter au féminin parce que c'est vraiment mon mouvement et que ça va amener, en fait, mon souhait, c'est que ça amène d'autres femmes à se dire, moi aussi, je peux le faire. J'accepte que ce ne soit pas simple, j'accepte qu'il y ait des galères, mais je sais ce que je veux. Et en fait, je vais amener plus de pic-bulles. Je vais emmener tous les pic-bulles avec moi. Donc, je vais emmener des pic-bulles avec moi. Mais c'est sûr que si on sait, une fois de plus, c'est important, la phrase que je dis toujours, c'est qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous voulez vraiment. Et ça fait la grosse différence. Je mettrai les liens du coup dans la description parce que pour le coup, je fais partie du club Impacter au féminin et c'est une mine d'or en réalité. Et du coup, c'est vrai que Viva, vous nous apportez énormément de valeur. Je ne m'attendais pas à ça en payant ce prix-là, pour être honnête. Et du coup, c'est comme si on avait accès à la caverne d'Alibaba avec tous les trésors. Dès qu'on a une question, vous êtes disponible, vous adaptez, vous personnalisez vraiment vos conseils. Et on a effectivement la communauté qui est présente. On pose une question, ça répond tout de suite, on interagit. Et c'est vrai que du coup, vous lancez des projets, vous nous montrez qu'on est dans la création continuellement, en fait, et que tout est possible. Donc ça, et j'emmène tout le monde dans mes projets. C'est pas je fais mon petit truc en haut de ma tour dorée, là, c'est j'emmène tout le monde avec moi. Et le livre, d'ailleurs, c'est un projet que j'avais depuis des années, qui ne s'est pas fait pour X ou Y raison, et parce que c'était peut-être pas le bon moment. Mais là, avec le club, ça justifiait, en fait, parce que peut-être que j'avais besoin justement de créer Alors, j'avais créé le mouvement MDR quand j'ai sorti le livre « La formule gagnante pour réussir sa vie », mais ça va ensemble en fait. Et MDR, parce que je l'ai cité 2-3 fois, c'est pas mort de rire, contrairement à ce que pourraient penser les gens. Dans mon cas, en tout cas, c'est votre motivation plus votre détermination égale la réalisation de tous vos rêves, et même les plus fous. Donc, tout ça, MDR, le Impacter au féminin, tout ça, ça va ensemble parce que ça ramène du mindset, parce que de toute façon, quoi qu'on fasse, on ramène tout au mindset. Et sinon, on peut... je vois des gens qui achètent des tas de formations, qui prennent des tas de coaching et que ça n'aboutit pas et qui me disent « mais je ne comprends pas, ça n'aboutit pas ». C'est juste parce que tant qu'on n'a pas le bon mindset, tant qu'on n'est pas clair là, on peut dépenser des milliers et des milliers d'euros ou des centaines de milliers d'euros, ça ne bougera pas. Donc, tout passe par le mindset et tout ce que je fais est lié par rapport à ça, bien évidemment, pour aider plus de femmes à développer leur business. Et puis sinon, si les gens veulent me retrouver, il y a mon site bibapelleron.com ou sinon, ils tapent Biba Pelleron sur Facebook ou sur LinkedIn. On me trouve partout. Et oui, visibilité. Merci beaucoup, Biba, pour votre présence et pour tous ces conseils et le partage de votre parcours avec une grande générosité et authenticité. Grande transparence, en fait. Donc, merci infiniment pour votre présence. Merci. Et j'espère que ça aura inspiré au moins une personne à passer à l'action et à sauter le pas.